Alors, quels sont les outils de l'ABM? Il y a ce qu'on appelle le re-engineering, ça fait très bien en anglais, bien entendu. Le re-engineering, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retravailler sur tous les processus, d'accord? Et on l'appelle donc re-engineering. En français, on appelle ça de l'ingénierie. D'accord, mais ça le fait pas. C'est pas bien. Je veux dire, ingénierie, c'est pas top. Hein, ça le fait pas coco, comme vous dites. D'accord. Par contre, ré-ingénierie, là, ça change tout. Ça fait tout de suite intellectuel et on vous embauche immédiatement si vous parlez comme ça. D'accord. Donc, en fait, regardez bien, l'objectif, c'est d'améliorer les processus créateurs de valeur en visant, toujours pareil, la simplification, la réduction des coûts, la réduction des délais, l'amélioration de la qualité, la meilleure satisfaction des clients et évidemment réduire les activités sans valeur ajoutée. Vous me connaissez, on est dans le grand yaka. Effectivement, si j'arrive à faire ça, d'accord, j'améliore la qualité, je satisfais mes clients, je réduis les activités sans valeur ajoutée, je suis un génie, bien sûr, d'accord. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'entre la théorie et la réalité, il y a souvent des marges, une marge importante, puisque personne n'est parfait, bien entendu. Alors, engineering, donc, se traduit en français par ingénierie, et l'Engineering and Design Department, d'accord, en français, ça s'appelle le bureau d'études, vous voyez. Ok, là, comme ça, c'est plus simple, on comprend mieux, d'accord. Ok, ça fait bien sur le CV, mais ça change pas grand-chose. Alors, le re-engineering des activités d'approvisionnement peut conduire à conclure des contrats avec des fournisseurs sélectionnés qui s'engagent à livrer leurs produits conformément au programme de production qui leur est communiqué. Nous en avions déjà parlé et nous en reparlerons. Alors, nous en avons déjà parlé lorsqu'on a fait la méthode ABC pour les calculs de coûts, où nous avions dit que souvent, il fallait, dans ces entreprises, il n'y avait pas de stockage, donc il fallait travailler en juste à temps. D'accord. Est-ce que vous vous rendez compte que si votre fournisseur ne respecte pas le tableau de marche de livraison en juste à temps, parce qu'en juste à temps, ça veut dire donc d'être réapprovisionné en temps réel. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que ça a de choisir des sous-traitants, donc des fournisseurs dans le cas précis? Je pense à l'industrie automobile, par exemple, je pense à l'aéronautique. L'importance que ça a de sous-traiter, je dis bien, la livraison de ce type de pièces, par exemple, avec des fournisseurs qui respectent les tableaux de marche. D'accord? Parce que sinon, là aussi, il n'y a pas besoin d'un doctorat de management pour comprendre que si jamais vous êtes obligé d'arrêter la chaîne de production parce qu'il y a un fournisseur qui n'a pas respecté la livraison de petits boulons, et ces petits boulons, si vous ne les avez pas, vous êtes obligé de mettre au chômage technique 6 000 personnes, est-ce que vous êtes en train de comprendre l'importance que ça a? Donc voilà, sélectionner des fournisseurs qui sont capables de respecter ça, c'est quand même important. D'accord. Par ailleurs, la qualité des fournitures doit être garantie par un contrôle préalable à la livraison, parce que c'est une chose de livrer en temps voulu, bien, c'est mieux que de ne pas livrer en temps voulu, mais ce qui est encore mieux, c'est de livrer la qualité qui a été définie contractuellement. D'accord. Donc, si on veut gagner du temps, c'est que le contrôle doit être fait avant la livraison. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va résulter de ça, soit l'élimination ou la réduction substantielle des activités d'achat, de stockage, de contrôle à la réception, qui sont, encore une fois, des activités sans valeur ajoutée. Pour le client, excusez-moi de dire ça comme ça, mais il s'en fout. Pour lui, c'est normal. C'est quand même normal qu'un client soit en droit d'attendre la livraison de quelque chose qui fonctionne conformément à ce qu'il a commandé. Donc lui, il s'en fout de savoir si derrière le contrôle a été fait dans l'entreprise ou chez le fournisseur au départ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pourtant, ce sont des activités fondamentales. Vous ne pouvez pas, sauf à faire n'importe quoi, vous moquer des clients à ce point-là. Donc, le re-engineering, ou l'ingénierie, fait la chasse aux dysfonctionnements tels que les circuits d'autorisation et de décision trop longs et complexes, les activités faisant double emploi, les goulots d'étranglement, les activités non synchronisées, et ça, on va le voir quand on travaillera sur l'optimisation de la production et la gestion des stocks. Oui, parce que ça sert à rien. Par exemple, quand vous avez sur une chaîne de montage, vous avez vu ce genre de choses avec les temps modernes de Charlie Chaplin, par exemple, d'accord? Ça ne sert à rien sur une chaîne de montage qui, par définition, avance avec une vitesse constante. Ça ne sert à rien que certains aillent très vite si derrière, il y en a un qui va
ou devant ou après, en aval, qui va doucement. Pourquoi? Ben, ça vous forme un goulot d'étranglement. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous êtes en train de fabriquer 10 pièces à l'heure, par exemple, sur la chaîne, et que celui qui est en aval, après vous, ne peut en fabriquer que 2, ça veut dire que toutes les heures, vous êtes obligé de stocker 8 pièces. Ben, ça s'appelle un goulot d'étranglement. D'accord? Eh bien ça, évidemment, du coup, ça a un coût, etc., etc. Donc il faut essayer de réguler tout ça. Et donc, pareil pour les stocks. Alors, bien sûr, on était dans les outils, on vient de voir le re-engineering. Donc le re-engineering, les outils de la BM1, le re-engineering, c'est réorganiser tout le processus. Mais vous avez, et vous en avez probablement entendu parler, ce qu'on appelle le benchmarking. Alors, le benchmarking, ça veut dire benchmark, ça veut dire point de repère. Donc, la définition du benchmarking, ça consiste à étudier, comparer et évaluer les processus de l'entreprise et évaluer les processus de l'entreprise avec ceux d'entreprises de référence considérés comme les meilleurs. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je veux dire quelque chose qui va faire hurler certains d'entre vous, hein, c'est de l'espionnage industriel autorisé, légal. D'accord? C'est je vais aller chez les autres et voir ce qu'il y a de meilleur et pour essayer de l'apporter chez moi. Est-ce qu'on est d'accord? Okay? Ça, vous ne pouvez pas l'écrire le jour de l'examen, c'est moi qui vous le dis, hein, bien entendu. Alors, ce que vous devez en revanche écrire le jour de l'examen, c'est la définition du benchmarking, bien entendu, et les différents types de benchmarking. Donc, parmi les différents types de benchmarking, il y a ce qu'on appelle le benchmarking interne. Alors là aussi, c'est facile à comprendre. Il compare les pratiques dans différents sites de l'entreprise elle-même, d'accord? Et évidemment, c'est par là qu'on devrait commencer, parce qu'avant d'aller voir ce qu'on fait de mieux chez les autres, regardons déjà ce qu'on fait de mieux chez nous. Alors ça existe, ce type de benchmarking interne, lorsque, par exemple, vous êtes une entreprise de distribution, d'accord? Imaginez qu'il y en a une qui dégage une grande surface, d'accord? Il y a répartie sur toute la France, et puis dans une même région, il y en a une qui dégage une marge couvrable de temps, et l'autre, un autre montant qui serait beaucoup plus faible. Allons voir quand même ce qui se passe. Alors après, c'est pas si simple que ça. Il peut y avoir des raisons de concurrence, de placement, d'emplacement, etc. Mais enfin, tout de même, regardons d'abord ce qui se passe bien chez nous. Par exemple, vous avez une usine ou plusieurs usines en France. Vous avez une qui est située à un endroit et il y a beaucoup de malfaçons, il y a beaucoup de retours, etc. Allons voir ce que fait l'autre usine située dans un autre endroit où il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est le benchmarking interne. Alors, ce qu'on appelle également le benchmarking concurrentiel ou étalonnage concurrentiel. Donc là, vous comparez une entreprise au meilleur de ses concurrents. Donc ça, vous le connaissez, imaginez, avec la téléphonie, avec tous les nouveaux produits électroniques. Voilà, ça, on peut le comparer, bien entendu. Le benchmarking générique ou horizontal. Là, il compare les entreprises appartenant à des secteurs différents, mais dont les processus se ressemblent. Et puis vous avez le benchmarking fonctionnel. Il compare une même fonction créatrice de valeur ajoutée dans des entreprises non concurrentes. Par exemple, je vous le mets dans le cours, donc, le benchmarking a été inventé par la société Rank Xerox. Alors vous connaissez Rank Xerox, hein, donc les photocopieurs, au début des années 80. Rank Xerox désirait prendre une décision concernant la modernisation de sa gestion des stocks. Elle a observé les meilleures pratiques de la concurrence, donc benchmarking concurrentiel, et la comparaison s'est finalement faite avec une entreprise de vente par correspondance d'articles de sport. Donc, vous voyez ce que je veux dire, que, en fait, en étudiant ce que font les concurrents, mais pas forcément dans le même domaine que nous, on peut arriver à des solutions qui, n'étant pas tout à fait dans la même activité, sont parfaitement adaptables chez nous, bien entendu. D'accord? Alors, les différentes étapes du benchmarking, ça peut faire l'objet d'une question du cours. Alors, la démarche de benchmarking est résumée comme ça. D'abord, identifier les missions et les objectifs de l'entreprise en privilégiant les attentes des clients, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, il y en a tellement qui perdent de vue qu'en fait, ce sont quand même les clients qui font vivre l'entreprise, d'accord? Ok, et pas l'inverse. Donc il faut d'abord identifier les clients et les objectifs de l'entreprise en privilégiant les attentes des clients, identifier et décrire le processus de l'entreprise, déterminer quels sont les processus de la deuxième étape qui sont essentiels à la réalisation des missions et objectifs identifiés dans l'étape 1. Okay, alors ça, on pourrait dire que, en fait, quelque part, ça, on le fait déjà avec la méthode ABC.
Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, tout le processus de l'entreprise, il est obligatoirement déjà fait théoriquement. Okay, donc, c'est simplement un problème d'organisation après. Pour chaque processus, déterminer dans l'étape 3, choisir une entreprise de référence, identifier les pratiques de l'entreprise de référence susceptibles d'être adaptées chez nous, dans notre entreprise, compte tenu évidemment de notre culture, parce que là, il ne faut pas rêver. Par exemple, il y a souvent des problèmes, notamment quand vous travaillez à l'international. Je pense par exemple à EADS. EADS, le problème, c'est que vous avez plusieurs pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, etc., qui travaillent. Le problème, c'est que la culture d'entreprise n'est pas du tout la même, sans aller très loin, entre les Allemands et les Français. D'accord ? Ça peut entraîner des freins, des problèmes. Ok ? Donc, je dis bien identifier les pratiques de l'entreprise de référence susceptibles d'être adaptées chez nous, compte tenu de notre culture d'entreprise. Ok ? Et puis évidemment, ensuite, et surtout ne pas oublier, parce que jusque-là, c'est toujours du yaka, là, faut quoi ? Faut qu'on mette en œuvre les améliorations, bien entendu. D'accord ? Quels sont les inconvénients du benchmarking ? Le risque du benchmarking, c'est toujours le même, et ça dans tous les domaines industriels, c'est, par exemple, du coup, vous comprenez que vous êtes un suiveur. Du coup, par définition, puisque vous n'allez que pomper ce que les autres font ou ont fait ou ont commencé avant vous. Alors certains me diront, oui, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps. Oui, je le reconnais, mais en termes d'image, vous ne serez jamais qu'un suiveur. D'accord ? Il y a celui qui a inventé le téléphone portable et il y a les autres. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il a inventé le téléphone portable, il est garanti jusqu'à la nuit des temps d'être le meilleur du meilleur, mais en attendant, pendant 20 ans, c'était bien identifié comme étant les inventeurs du téléphone portable. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a plein de choses de cet ordre. Alors bien sûr, avec le temps, après, tout ça est dilué, on ne sait plus. Mais enfin, vous êtes, en tout cas, ce qui est sûr et certain, un suiveur plutôt qu'un innovateur. Et donc, du coup, vous ne faites que copier. D'accord ? Et donc, vous n'êtes plus des innovateurs. Mais le fait de ne pas être des innovateurs, ça a des conséquences potentiellement graves, vous allez voir. General Motors, Ford et Chrysler avaient largement pratiqué le benchmarking entre trois, c'est-à-dire qu'ils se piquaient entre eux ce qu'il y avait de meilleur. Leur processus en était devenu très semblable, c'est alors qu'est apparue la concurrence japonaise, dont les processus étaient tout à fait différents. Vous comprenez ? Si tout le monde fait la même chose, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a plus de choix. Il suffit qu'il y en ait un, notamment à l'étranger, bien sûr, en général, c'est comme ça que ça commence, qui change quelque chose pour que les trois qui faisaient la même chose soient en danger. D'accord ? Donc, il faut bien voir ce type de souci. Alors,